Sans plus tarder donc, je vais vous faire un sujet particulièrement difficile et particulièrement courant. Je vais vous parler des convulsions du nouveau-né. Donc les convulsions, elles sont remarquables par leur fréquence. Durant cette période, il faut savoir que c'est la période où les convulsions sont les plus fréquentes durant la vie d'un individu. Donc la période néonatale, c'est là où les convulsions sont les plus fréquentes que durant la période du nourrisson ou du grand enfant. Donc vous voyez que c'est 1,5 à 3 pour 1000 naissances chez nouveau-nés à terme, mais encore beaucoup plus chez nouveau-nés prématurés et le petit poids de naissance. Elles surviennent le plus souvent durant la première semaine de vie. Et ce qui est remarquable également, c'est leur polymorphisme clinique, puisqu'il y a une variété de convulsions sur lesquelles on va revenir chez le nouveau-né. Donc c'est le diagnostic est souvent difficile. Elle est remarquable également par leurs causes qui sont multiples. Là, en effet, et c'est chez nous, par défaut de programme de prévention adéquat et c'est l'encéphalopathie anoxo-ischémique dans le cadre de l'asphyxie néonatale qui est la plus fréquente. Et bien sûr, c'est une pathologie où le pronostic va être lié à la cause et à l'étiologie de ces convulsions. Qu'est-ce qu'une convulsion? Normalement, c'est une population ou une partie d'une population des neurones qui va se mettre à décharger, et c'est l'expression clinique de cette décharge qui constitue la convulsion. Il faut savoir que normalement, les neurones fonctionnent de manière asynchrone, et au cours d'une pathologie X, ils vont se mettre à fonctionner de manière synchrone, et ça va déterminer la convulsion. Il existe bien sûr de nombreuses causes à ce dysfonctionnement cérébral, mais là aussi, je me répète, c'est l'asphyxie qui est la plus fréquente. Comment faire le diagnostic? Comment les authentifier? C'est pas facile, hein, vous allez voir. Quels sont les problèmes posés par leur prise en charge? Ce sont les deux grands volets de notre communication. Comment les authentifier? Il faut savoir les reconnaître, mais il faut savoir aussi les différenciations d'autres manifestations qui peuvent être normales. Donc manifestations paroxystiques, et c'est l'aide de l'EEG et l'EEG vidéo qui peut permettre parfois, mais c'est la clinique bien sûr qui va primer. Ah, quelque chose qui n'est pas sorti. Donc il y a des choses. Voilà. Donc on les différencie par exemple des trémulations, qui sont des mouvements extrêmement saccadés, rapides, qui sont souvent induits par des stimuli. Et c'est le maintien, la différence d'une convulsion, c'est lorsqu'on va maintenir le membre, on le met en flexion, ces trémulations vont s'arrêter. Et il n'y a bien sûr aucune traduction électrique à ces trémulations. L'agitation du nouveau-né également peut être parfois trompeuse. Et ce qu'il faut particulièrement retenir et différencier des convulsions, c'est ce qu'on appelle les myoclonies bénignes du sommeil calme du nouveau-né. Donc ce sont des myoclonies qui vont entraîner un large déplacement des membres, qui sont présentes dès la naissance, jusqu'à 6 semaines. Elles sont liées strictement au sommeil, elles disparaissent au moment du réveil, spontané ou provoqué, et elles surviennent lors de l'endormissement, dans la phase du sommeil calme. C'est la période qu'on appelle le sommeil calme non REM. REM, c'est Rapid Eye Movement, donc mouvement oculaire rapide. Donc c'est une période où se surviennent ces myoclonies. Et il est très important de les connaître parce que c'est des myoclonies qui ne nécessitent aucun traitement et aucune exploration. Donc voilà, c'est durant cette période, vous voyez que c'est dans cette période de sommeil calme que surviennent ces myoclonies. Vous voyez là, on enregistre les mouvements oculaires rapides, REM, Rapid Eye Movement, et alors que dans le sommeil paradoxal, vous avez des mouvements oculaires rapides. Et c'est durant cette phase, il y a une bonne différenciation chez le nouveau-né entre sommeil calme et sommeil paradoxal. Et c'est durant cette phase que surviennent les myoclonies. Donc il est important de les connaître. Leur particularité, c'est qu'elles sont liées au sommeil et qu'elles ne sont pas présentes durant l'éveil. Alors j'ai déjà dit, c'est pas facile, hein, pas facile de reconnaître une convulsion chez du nouveau-né parce qu'elles sont très atypiques, c'est leur atypique qui leur rend difficile. Donc les manifestations cliniques sont très nombreuses. Ce sont souvent des crises frustes, subtle sagers des anglo-saxons. Il faut savoir également, on voit souvent crise tonico-clonique généralisée. En fait,
exceptionnel, c'est très rare, ça n'existe pas, du fait du problème de maturation corticale chez le nouveau-né. Vous savez que la maturation corticale continue, la maturation cérébrale continue après la naissance. Il est clair qu'il y a toujours des phénomènes de croissance cellulaire. C'est vrai qu'on a tous nos neurones, bien sûr, mais c'est les phénomènes de différenciation cellulaire, de myélinisation qui continuent à se faire après la naissance. Donc plusieurs classifications sont proposées pour reconnaître ces convulsions. Donc là, je vous ai mis un petit peu en vrac, hein, tous les types de convulsions qu'on peut voir chez le nouveau-né. Ça peut voir des mouvements de la bouche, de la langue, des mouvements de succion, des mouvements de protrusion de la langue, des mouvements de pédalage, de rame, mais pas de ramage, hein, et des clignements des paupières, des mouvements oculaires anormaux, ça peut être des crises végétatives, des accès de pâleur, des accès d'érythrose, d'hypersalivation, changement pupulaire. Donc, ce qui est caractéristique, c'est que c'est l'aspect de la répétition et l'aspect rythmique de ces mouvements qui peuvent faire dire que c'est une convulsion. Je ne sais pas si on peut passer la vidéo. Donc là, nous, on utilise la classification de Volpe pour classer les différents types de convulsions. Voilà, là, je ne sais pas si je vois très bien. Donc là, on a essentiellement des secousses, vous voyez un petit peu des membres. C'est essentiellement des clonies focales. Il y avait au départ quelques mouvements de la bouche, des clignements des paupières. Donc il y a une association de clonie multifocale et de crise fruste, ce qui arrive très souvent. Vous voyez, c'est la répétition, la rythmicité. Voilà, on peut passer. Donc, on classe généralement ces convulsions en 4 types. Donc, vous avez les crises de ce qu'on vient de dire, les crises frustes, c'est-à-dire tout ce qui est mâchonnement, mouvement de succion, mouvement des convulsions labiales, troubles neurovégétatifs. Vous avez les crises cloniques focales ou multifocales, qui intéressent une région du corps ou plusieurs régions du corps. Les crises hypertoniques, qui sont souvent de moins bons pronostics. Le type de crise peut avoir également une valeur pronostique. Vous avez les crises myocloniques, elles sont plus rares chez les nouveau-nés, mais elles sont difficiles à reconnaître. Là, ce sont souvent des mouvements un peu plus violents et intéressent souvent les fléchisseurs. Et enfin, l'état de mal convulsif, et vous savez, c'est que si c'est une répétition de ces manifestations cliniques ou électriques dans plus de 10 minutes, on parle d'état de mal convulsif. Alors, vous êtes devant une convulsion, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut bien sûr, avant toute chose, faire céder la crise, arrêter la crise, après avoir la mise en condition d'un nouveau-né, c'est extrêmement important. Donc, on arrête la crise, on essaye de chercher l'étiologie, soit elle est évidente, soit il faut aller la chercher par l'examen clinique qui est important, un bilan. Ça, vous le savez tous, en première intention, puis ensuite en fonction de l'orientation, et bien sûr traiter cet enfant, traiter la cause, bien sûr, si on trouve la cause, et bien sûr si elle a un traitement. La clinique, là je vais aller rapidement, donc vous devez faire une anamnèse, bien sûr l'anamnèse c'est surtout l'anamnèse périnatale qui est très importante, l'examen clinique, souvent rapide, parce que c'est un enfant qui est une urgence néonatale. Donc on essaye de voir s'il y a des signes dysmorphiques. Et il faut faire l'examen neurologique qui doit être particulièrement complet et se fera bien sûr en dehors des convulsions. Parce que l'évaluation neurologique aura une valeur pronostique. Quels sont les examens complémentaires qu'on va demander? L'EEG, bien sûr, c'est l'examen clé, le bilan biologique, le bilan radiologique. Qu'est-ce qu'on va faire? Une échographie transfrontalière, une IRM, une TDM, les PEA, les PEV pour évaluer, pour ce qui concerne le tronc cérébral. En première intention, vous le savez tous, bilan métabolique, bilan ce qu'on appelle, entre guillemets, bilan de débrouillage. Donc dextro, le bilan infectieux, puis on va aller encore plus loin en fonction de notre orientation étiologique, éventuellement vers un bilan bactériologique, virologique, bilan hépatique, dosage de l'ammoniaquine, les lactates.
L'EEG est indispensable, bien sûr. Il va confirmer la réalité des crises. Ce qui est très important à voir, c'est le tracé de fond. Il n'est généralement pas altéré si le nouveau-né est confronté à une seule convulsion, mais s'il y a une répétition des crises, le tracé de fond, surtout s'il est paroxystique ou inactif, il est particulièrement inquiétant. Je sais que c'est difficile chez nous, normalement, en cas de EEG anormal, il faut le répéter 1 jour sur 2 pour guetter les signes de récupération, parce que ça va avoir une valeur extrêmement importante pour le pronostic à long terme. Voilà un enfant qui est en train de faire son EEG chez un nouveau-né. On passe. Donc il va nous permettre de reconnaître, souvent je vous ai dit, les crises sont atypiques. On va permettre de reconnaître une crise fruste, d'identifier si votre nouveau-né est dans le coma, surtout dans les encéphalopathies anoxo-ischémiques stade 3 de Sarnat. Vous avez un enfant qui a des troubles de la conscience. Donc l'EEG va être un nouveau-né qui est dans le coma. Il y a souvent déjà un édème cérébral et il est certainement en train de convulser, même en infraclinique. Il peut identifier certaines étiologies, il peut également, je vous l'ai déjà dit, mais il faut que cette EEG soit répétée, il faut qu'on l'enregistre suffisamment pendant longtemps pour pouvoir répondre aux éléments de pronostic. Et donc le tracé intercritique a une valeur pronostique extrêmement importante. S'il est normal, généralement le pronostic il est bon, et s'il est inactif paroxystique, le pronostic est mauvais. Voilà donc là différents types de tracés. Un tracé normal, alors c'est là. Là, c'est le tracé 2. Vous avez un tracé d'un enfant qui vient de faire une hypoxie. Là, on est en train d'enregistrer une convulsion. Et là, le tracé 4, c'est un tracé paroxystique. C'est un tracé de très mauvais pronostic. Autre examen à faire, éventuellement, les potentiels évoqués, je sais qu'ils ne sont pas accessibles en période néonatale chez nous, et souvent on exige l'anesthésie générale pour faire les potentiels évoqués. Voilà, ça c'est un enfant qui est en train de passer un test par la méthode des potentiels auditifs, potentiels évoqués auditifs. Quel bilan radiologique allons nous demander? Bien sûr, une fois qu'on aura stabilisé ce nouveau-né, est-ce qu'on va faire une échographie transfrontalaire, une TDM ou une IRM? L'échographie transfrontalaire, bien sûr, elle est particulièrement intéressante par son accessibilité puisqu'on peut la faire en incubateur. Elle a le problème de l'échographie transfrontalaire, elle n'est pas très intéressante souvent dans l'asphyxie néonatale, mais elle est très intéressante chez le prématuré pour mettre en évidence, pour diagnostiquer les hémorragies du prématuré. Ça, c'est un examen clé, surtout chez le prématuré. La TDM, elle a un intérêt dans le trauma obstétrical pour mettre en évidence un hématome sous-dural, par exemple, mais elle est de moins en moins utilisée. C'est l'IRM qui permet, surtout dans les lésions anoxo-ischémiques, c'est l'examen clé pour mettre en évidence les lésions ischémiques des noyaux gris de la substance blanche. Mais là aussi, problème de la disponibilité, il faut que le nouveau-né soit stabilisé sur le plan hémodynamique pour pouvoir accéder à l'IRM. Voilà, c'est un enfant, ça c'est notre échographe dans le service, l'échographie que je pratique depuis les années 90. Voilà, un enfant chez lequel on est en train de faire un examen. Donc c'est par voie transfrontalaire, donc c'est un examen qui nous permet, c'est une véritable fenêtre sur le cerveau du nouveau-né, et ça nous permet de balayer d'avant en arrière le cerveau et en coupe sagittale et de voir un petit peu. Et elle nous rend beaucoup de services, bien sûr en première intention, mais souvent on est obligé d'aller plus loin et aller vers l'IRM. Voilà l'IRM, bon, c'est une technique un peu plus invasive. Il faut transporter le nouveau-né, il faut le sédater, il faut le contenir. S'il est en ventilation assistée, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas mettre d'objets métalliques, on risque de le refroidir, on n'est plus en milieu aseptique, donc c'est très bruyant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une IRM. Et bien sûr, il y a l'accessibilité et le coût qui est très important. Bon, pour la plupart, bien sûr, dans l'anoxo-ischémique, l'IRM est l'examen le plus approprié. Et la TDM, il faut savoir qu'elle est de moins en moins utilisée. Elle peut être intéressante dans le traumatisme obstétrical qui reste encore fréquent chez nous. Quelles sont les causes de ces convulsions? Je vais dire quelques mots, je vais m'intéresser peut-être à certaines causes particulièrement.
Donc, je vous l'ai dit, l'encéphalopathie anoxo-ischémique, c'est la première cause. Les hémorragies intracrâniennes, c'est celle prématurée. Chez le nouveau-né à terme, les hémorragies, essentiellement l'hémorragie sous-durale ou sous-aconoïdienne. Chez le prématuré, c'est l'hémorragie, ce qu'on appelle les hémorragies péri-intraventriculaires. On va y revenir. Vous avez également les infections du système nerveux central, les méningites virales, bactériennes, les troubles métaboliques, il y a les troubles métaboliques fréquents. Là, c'est une étude qu'on avait faite à Beni-Messous en 2010 sur l'ensemble des convulsions. Et vous voyez que là aussi, c'est l'encéphalopathie anoxo-ischémique qui est arrivée en premier, suivi des convulsions du prématuré, les méningites, les troubles métaboliques, des convulsions isolées, point d'interrogation, parce qu'on n'avait pas encore fait souvent des convulsions bénignes, néonatales, familiales ou du 5e jour, et les autres. Donc, je vais vous dire juste quelques mots sur l'encéphalopathie anoxo-ischémique, puisque c'est la cause la plus fréquente des convulsions chez le nouveau-né. Donc, c'est une des, vous savez aussi, malheureusement, c'est une des plus grandes pourvoyeuses de handicap et d'IMC à long terme. Chez nous, à Beni-Messous, on est à 10 à 15 pour 1000 encéphalopathie anoxo-ischémique pour 1000 naissances, et vous voyez que, et là les chiffres sont en train encore de diminuer ailleurs, puisque nous on est à peu près à 5 fois plus d'encéphalopathie anoxo-ischémique par rapport aux pays dits développés. Alors ce qu'on appelle les convulsions surviennent dans ce qu'on appelle les encéphalopathies anoxo-ischémiques stade 2 ou 3 de Sarnat. On l'appelle également maintenant encéphalopathie néonatale précoce. Donc il faut savoir qu'elles sont compliquées dans 60% des cas de convulsions. Ces convulsions sont uniques ou répétées. La particularité de ces convulsions, c'est qu'elles sont précoces. Souvent, elles surviennent dans les 24, le plus souvent c'est 24 premières heures, jusqu'à 48 heures de vie. Voilà, encore une fois, problème de prévention qui fait que c'est un problème qui reste relativement fréquent. Mais en fait, ce qui pose problème, souvent on a tendance à mettre un petit peu tout le paquet des étiologies dans l'asphyxie, dans l'encéphalopathie anoxo-ischémique, parce qu'il y a un véritable problème d'authentification de l'asphyxie néonatale. Est-ce que ce nouveau-né a réellement fait, dans le cadre d'une asphyxie néonatale, dans le cadre d'une encéphalopathie anoxo-ischémique, ou non? Donc on a beaucoup au départ, les gens ont mélangé un petit peu tout, notion de réanimation intensive, liquide amniotique, mais les stigmates de souffrance fétale, pH, anomalie d'urine cardiaque fétale. Donc on a essayé de score d'Apgar. Score d'Apgar, bon, il a fait ses preuves, certes, mais il n'est pas toujours de très grande valeur sur le plan pronostic, sauf lorsqu'il reste très bas après 5 minutes. Nous, on utilise les critères de Carter. Voilà, donc 2 ou plus de 2 critères suivants pour pouvoir dire cet enfant a fait véritablement une asphyxie ou non. Donc souvent, on n'a pas le pH, malheureusement, mais si votre score d'Apgar reste inférieur à 3 à 5 minutes et plus, si vous avez des anomalies neurologiques, donc un retentissement sur le cerveau que vous allez matérialiser par l'examen clinique, si votre enfant fait une encéphalopathie anoxo-ischémique ou qu'on appelle également néonatale précoce, si vous avez une défaillance polyviscérale, si vous avez 2 de ces éléments, vous pouvez dire que votre enfant, probablement, encore avec des réserves, fait une asphyxie. Il faut souvent compléter par d'autres examens. Donc, je vous ai dit, encéphalopathie anoxo-ischémique, stade 2, stade 3, il faut savoir ce que ça veut dire. Le stade 1, généralement, ce sont des enfants qui sont hyper excitables, ça n'a pas de grosse incidence sur le pronostic. Le stade 2, déjà, on a une évolution vers une dépression du système nerveux central, apparition des convulsions, c'est là, donc dans le stade 2 et 3, où vous allez avoir apparition des convulsions, et surtout le stade 3, où vous avez un état de mal convulsif, souvent un édème cérébral important, et souvent nécrose cellulaire neuronale, et c'est des enfants, ce sont les enfants à plus haut risque d'IMC. Là aussi, c'est toujours notre étude de Beni-Messous, et vous voyez que sur le plan de la date d'apparition de ces convulsions, vous voyez que 94% des convulsions surviennent avant 48 heures, et moins de 60% des cas avant 24 heures. Elles sont le plus souvent frustes ou multifocales.
Et vous voyez que le plus souvent, elles sont uniques, mais quand même, on a 15% d'enfants qui ont fait un état de mal convulsique, donc avec un pronostic particulièrement réservé. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est vrai que l'ETF est très limitée dans l'asphyxie néonatale. Elle est souvent normale, même dans les anciens. Je me prononce moins parce que quand il y a une encéphalopathie anoxo-ischémique sévère, il y a quand même souvent des anomalies à l'échographie. Mais ce qui est important, c'est de la répéter. Il ne faut pas la faire trop tôt parce que il y a des images, c'est fausses, vous avez des faux négatifs. Donc il faut la répéter et la faire généralement après 10 jours de vie pour pouvoir visualiser les lésions d'anoxo-ischémie. Alors il manque quelque chose là, non? Voilà. Donc c'est bon, on l'a déjà dit. Voilà, par exemple, lorsque vous avez un nouveau-né qui a des échogénicités aussi, au niveau des noyaux gris aussi importantes, avec une évolution vers des stades de cavitation, il a des véritables un cerveau qui est un parenchyme cérébral qui se transforme vraiment en gruyère par la suite, vous pouvez être sûr que cet enfant a déjà une destruction neuronale extrêmement importante sur le deuxième cliché et une évolution souvent vers une atrophie cérébrale. Voilà, vous voyez que ces ventricules qui commencent à avoir un aspect, qui perdent leur concavité externe, ça c'est un signe souvent de destruction parenchymateuse. Là on voit bien les lésions de cavitation et là c'est vraiment un aspect en bille, en boule de cet enfant. C'est un enfant qu'on a suivi, qui a fait un West symptomatique, qui a fait, bien sûr, qui est tétraplégique, qui a un retard psychomoteur extrêmement important. Ça, c'est les mêmes lésions à l'IRM, avec des lésions d'hypersignal au niveau des noyaux gris. Chez le prématuré, donc dans les premiers jours, c'est essentiellement l'enfant convulse dans le cas d'hémorragie péri-intraventriculaire. Et la leucomalacie, les convulsions apparaissent un peu plus tardivement. Et à tout âge, vous allez avoir soit les troubles métaboliques ou il peut également avoir un problème d'erreur héréditaire du métabolisme. Donc ce sont les hémorragies péri-intraventriculaires et la leucomalacie péri-ventriculaire qui sont les complications redoutables de la prématurité, car c'est des enfants qui vont convulser, mais ce qui est le plus redoutable, c'est l'évolution vers la paralysie cérébrale, ou ce qu'on appelle en français l'IMC. Donc les hémorragies péri-intraventriculaires, le diagnostic se fait à l'échographie transfrontalière. On les classe en 4 stades de gravité croissante, et plus le nouveau-né est prématuré, plus il est grand prématuré, donc de moins de 32 semaines, plus il a les chances ou malchances de faire des hémorragies, surtout s'il est mal stabilisé sur le plan hémodynamique métabolique, s'il est mal nursé. C'est des enfants qui sont extrêmement exposés aux accidents hémorragiques. Pathologie fréquente du prématuré. Donc le stade 1 et 2, généralement, généralement, ils s'en sortent sans grandes conséquences à long terme, mais les stades 3 et 4, surtout le stade 4, c'est une hémorragie ventriculaire, quel que soit son stade, mais à partir du moment où vous avez une hémorragie parenchymateuse, il est automatiquement classé stade 4. Donc là, vous avez des images comme ça, le pronostic, vous pouvez le faire dès la naissance. Là, ces ventricules sont inondés. Et ce qui est important chez les enfants, on va les suivre une fois par semaine pour suivre la dilatation ventriculaire. Voilà, là il est au stade de dilatation. Donc on mesure, il n'arrive plus. Donc on suit. Ce qui est important, c'est pas tellement le périmètre crânien, c'était important de le suivre sur le plan échographique parce que la dilatation ventriculaire, souvent, elle précède l'augmentation du périmètre crânien, d'où l'intérêt de l'échographie, de la répéter de façon, malheureusement, on n'intervient pas facilement chez les nouveau-nés, chez nous, pour essayer de les dériver précocement. Donc je crois qu'il y a une communication cet après-midi sur les hydrocéphalies, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Donc là, on peut mesurer ces ventricules et suivre leur évolution et voir s'il y a une augmentation ou pas de la dilatation et décider éventuellement d'une intervention. Là, c'est une hémorragie stade 4. Vous voyez, il a saigné d'un côté. Il a saigné dans son parenchyme. Donc, on l'a classé automatiquement stade 4 parce qu'il y a une hémorragie intraparenchymateuse.
Donc là, c'est un enfant qu'on a suivi également. Vous avez souvent une corrélation entre la lésion et la dysfonction ultérieure. C'est un enfant qui est hémiplégique, qui fait des convulsions, une épilepsie partielle. Là aussi, c'est un stade 4 avec une évolution vers une lésion de porencéphalie. D'accord. Voilà. Évolution vers une cavitation de la lésion hémorragique intraparenchymateuse et en plus une dilatation ventriculaire, séquelaire. En ce qui concerne la leucomalacie périventriculaire, elle touche là aussi le grand prématuré, elle est moins fréquente. Les convulsions apparaissent un peu plus tardivement au stade de kyste, dans le cadre de la leucomalacie. Et c'est surtout grave quand les lésions sont très attendues et sont des enfants qui vont présenter par la suite des séquelles neuropsychiques, on en a déjà parlé, que ce soit une cérébrale palsy avec ou sans épilepsie et bien sûr des troubles des apprentissages au moment de la scolarité. Là, ce sont les lésions infectieuses. Là, c'est à droite, c'est une lésion de dilatation ventriculaire avec ventriculite, on a des échos intraventriculaires. Et là, ce qu'on appelle la vasculopathie ventriculo-striée, vous avez des échogénicités linéaires qu'on voit surtout dans des infections, dans des embryophétopathies, en particulier l'infection virale à CMV. Ça aussi, ce n'est pas de bon pronostic. Là, c'est l'évolution d'une ventriculite avec des ponts de fibrine. Ça, c'est un enfant qui avait une méningite à salmonelle. Pour les causes rares, bon, vous avez un peu de tout, les anomalies du développement cérébral, donc toutes les malformations, les anomalies de fermeture du tube neural, vous avez le syndrome de sevrage, faites attention au sevrage des antiépileptiques, nous c'est pas tellement le problème de la cocaïne, les pathologies métaboliques rares, donc là, les autres convulsions néonatales rares, vous avez les convulsions néonatales bénignes familiales, ça on le voit quand même, du fait de la fréquence de la consanguinité chez nous, les convulsions bénignes idiopathiques du 5e jour, dont on ne connaît pas très bien l'étiologie, et l'encéphalopathie myoclonique précoce, qui est particulièrement grave, beaucoup plus rare les tumeurs intracérébrales. Bon, les convulsions néonatales bénignes familiales, il y a souvent des antécédents dans la famille, vous avez souvent le père, il vous dit « oui, moi aussi j'ai convulsé et je me porte très bien ». Donc l'examen clinique et le EEG est souvent normal, et il y a un risque, dans un cas sur 3, d'épilepsie séquelaire. Quant aux convulsions du 5e jour, elles sont un peu plus tardives. Généralement, le maximum, le pic de fréquence, c'est à 5 jours. Généralement, c'est un nouveau-né qui n'a rien par ailleurs. Il n'y a aucun antécédent. C'est un diagnostic d'élimination. On a éliminé certaines toxines, on a éliminé le zinc, mais le pronostic est généralement très bon. Par contre, là, c'est un peu plus grave, l'encéphalopathie infantile précoce avec sa suppression de Burch. Ils ont un tracé électrique extrêmement caractéristique, avec des bouffées séparées de tracés plats. L'encéphalopathie myoclonique précoce également, là vous avez souvent des malformations cérébrales associées, et là aussi le pronostic est très mauvais, et c'est des enfants qui souvent décèdent. Un petit mot sur les convulsions pyroxénolées, parce qu'elles ont un traitement qu'on peut traiter. Donc là aussi, transmission récessive autosomique. Elle est due à un défaut de synthèse du GABA. Donc souvent, il y a des antécédents. Les crises on peut tout avoir. Elles peuvent survenir très précocement. Le EEG est souvent pathologique. Et ce qui va pas dans ces convulsions-là, c'est qu'ils ne répondent pas au traitement. Donc, et l'argument essentiel, c'est que ce sont des enfants les crises vont céder dès que vous allez leur injecter de la vitamine B6. Et dès qu'on arrête, on a reprise des convulsions. Ça, c'est l'argument diagnostique. On en arrive maintenant à la prise en charge de ces convulsions néonatales qui ne sont pas faciles. Donc, il faut beaucoup insister sur les mesures générales. Donc, il y a aussi le traitement anticonvulsivant et le traitement de la cause s'il y a un traitement. En particulier dans le cadre de l'encéphalopathie anosto-hypoxique. Vous passez, là, je vais passer. Donc les mesures générales, il faut préserver, restaurer les fonctions vitales, donc arrêter l'alimentation, bien sûr, le mettre en restriction hydrique relative, on va y revenir et dire pourquoi. Oxygéner l'enfant s'il en a besoin, surtout s'il fait un état de mal convulsif, vous êtes obligé de le ventiler. Il faut corriger les troubles hémodynamiques
associés ou qui sont la cause, les troubles de l'hémostase et métaboliques qui peuvent être la cause des convulsions, et traiter éventuellement une hypertension intracrânienne associée, et souvent elle existe chez un enfant qui vient de faire une asphyxie. On appelle ça un petit peu la neuroressuscitation. Donc il faut essayer de maintenir une pression de perfusion cérébrale correcte. Il faut lutter contre l'édème cérébral. C'est vrai que la pression intracrânienne va augmenter dans une boîte crânienne fermée. Il faut déjà les petits moyens. Il faut un enfant qui vient de faire, par exemple, une asphyxie, il ne faut pas lui mettre la tête en arrière. Il faut relever sa tête à 30 degrés pour favoriser le retour veineux et pour éviter d'augmenter cette pression dans sa boîte crânienne. On le met en restriction hydrique, tout en surveillant bien sûr la diurèse, le poids. On le ventile, surtout s'il y a un état de mal convulsif. Faire très attention à la PaCO2. Normalement, on doit monitorer la PaCO2 beaucoup plus que la PaO2 chez des enfants qui sont ventilés, en particulier les enfants qui viennent de faire une asphyxie, parce que la CO2 a une action vasomotrice extrêmement importante. Si vous baissez trop la PaCO2, vous risquez d'entraîner une vasoconstriction et diminuer encore plus le débit sanguin cérébral et par conséquent la pression de perfusion cérébrale. Donc le mannitol, ça sert à rien, les corticoïdes également, et les barbituriques en préventif, c'est-à-dire un bébé qui naît en souffrance ou un bébé qui avait un abgar légèrement bas, on lui met du cardénal pour éviter qu'il convulse, ça sert absolument à rien. Donc, quels sont les anticonvulsivants qu'on utilise? Le phénobarbital, bien sûr, la phénitoïne, le clonazepam, le rivotril en cas d'état de mal convulsif. L'hypnovène, on n'en a pas l'habitude. La pyridoxine, bien sûr, si vous êtes dans le cas d'une probable pyridoxinodépendance. Alors, c'est le numéro 1, c'est bien sûr le phénobarbital. Vous me direz après vos habitudes thérapeutiques. Il faut savoir qu'il pénètre rapidement dans le cerveau. Il a un début d'action très rapide. Il est éliminé de manière un peu plus difficile. Et il faut savoir que le phénobarbital est utilisé en première intention pratiquement par tous les néonates et également par les neurologues. Voilà, normalement, on donne une dose de charge de 20 mg par kilo nivellante. Faites attention, chez un enfant qui vient de faire une souffrance, qui est mal en point sur le plan neurologique, qui a des problèmes au niveau de son cerveau, il faut aller très lentement dans tout ce que vous allez administrer à ce nouveau-né parce qu'il y a des risques de perturbation très importants, de fluctuations du débit sanguin cérébral qui peuvent être également la cause de dégâts encore plus importants. Faites attention également à l'oxygène. Donc on va renouveler, si ça ne marche pas, vous renouvelez soit par dose, il y a certains qui donnent 10 mg par kilo, le mieux c'est 5 mg kilo toutes les 10 minutes, donc il faut aller très lentement, il ne faut pas se précipiter et tout de suite remettre le phénobarbital chez un enfant qui convulse. Et là, vous ne devez pas dépasser 40 mg par kilo. De façon à obtenir une barbitémie efficace, c'est le traitement d'entretien. Généralement, nous, on utilise 3 mg par kilo. Il faut savoir l'arrêter, le phénobarbital. On va y revenir. Bon, là, c'est un petit peu pour vous montrer que le phénobarbital, il est employé pratiquement lors du premier épisode, dans la majorité des cas, et tous les gens sont d'accord pour que ce soit le phénobarbital qui soit donné en première intention. Donc il a une bonne tolérance hémodynamique et il est efficace en première intention dans 70% des cas. En deuxième intention, la phénitoïne que nous n'avons jamais eue. S'il y a un état de mal convulsif, on a l'habitude d'utiliser le clonazepam en nivellante, ça marche généralement bien, mais il y a aussi toutes les règles qui vont avec et qu'il faut absolument respecter, maintenir une tension artérielle normale. Donc c'est très important de surveiller l'hémodynamique chez les nouveau-nés, leur prendre leur tension, monitorer leur tension et corriger bien sûr les anomalies métaboliques associées. Quand arrêter le phénobarbital, là il n'y a pas de consensus, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il n'a pas de rôle prophylactique. Bon, actuellement, on est un petit peu, je vous dis, des fois on dit 20 ans avant, on vous dit une chose, et 20 ans après, on va vous dire le contraire. Donc là, il y a des gens qui sont en train de revenir sur le rôle prophylactique du phénobarbital. Donc, il faut savoir que la récurrence des convulsions, elle est totalement indépendante du traitement.
Et ce qui est très important à savoir, que les antiépileptiques, ça a quand même un effet, surtout le phénobarbital, sur le développement cognitif de ces enfants, donc faites très attention. Donc on a vu, pas de problème pour le commencer, mais pour l'arrêter, on est toujours très en fait prudent. On a peur surtout, c'est surtout nos angoisses qu'on traite. Donc il faut savoir que il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru avant. Je me rappelle des années où on disait non, on garde le phénobarbital pour couvrir la période des vaccinations. Il y en a qui disaient on le garde jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans. Donc, mais la plupart des gens maintenant disent qu'il faut arrêter précocement le phénobarbital. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de récurrence précoce des convulsions. C'est-à-dire que si votre enfant vient de faire une encéphalopathie anoxo-ischémique, il va convulser les premières heures, vous n'allez jamais le voir reconvulser 15 jours après ou dans le mois qui suit. Quand il reconvulse, c'est souvent beaucoup plus tardivement. Donc, il faut savoir que cette récurrence, elle est totalement indépendante de la prophylaxie par le phénobarbital et la neurotoxicité, je viens d'en parler, elle est extrêmement importante. Donc, il faut bien peser le pour l'arrêt ou le contre. Il faut bien peser votre indication de maintenir le traitement par le phénobarbital. Donc, en gros, si c'est un stade 2, il faut s'en débarrasser avant que l'enfant sorte de l'unité de néonat. Si c'est une encéphalopathie stade 3 sévère avec état de mal convulsif, c'est un enfant chez lequel on a eu du mal à arrêter les convulsions, il faut continuer le traitement, le contrôler sans dépasser 3 mois de traitement. Généralement, nous, on arrête à 1 mois. En ce qui concerne ce qu'il y a un traitement de la cause, si vous avez une cause dans des antibiotiques en cas de méningite, en cas de troubles métaboliques, en cas de pyridoxinodépendance, vous avez un traitement qui peut être bien codifié. En ce qui concerne l'encéphalopathie anoxo-ischémique, il n'y a pas de traitement véritable. Le traitement, vous le savez tous, je ne vais pas me répéter, il est essentiellement préventif. Il faut qu'on agisse en amont, il faut qu'on organise nos salles de réanimation, nos salles de naissance, organiser la réanimation néonatale, insister sur la formation, parce qu'on doit porter assistance à un cerveau en danger, en fait. Donc, il faut moi je pense que de la puéricultrice à la sage-femme, on doit apprendre tous les gestes qu'on doit apprendre en matière de réanimation, de façon à pouvoir faire baisser, éviter que le score d'Apgar reste bas à 5 minutes en tout cas. Donc actuellement, par contre, il y a un traitement qui a été ce qu'on appelle la neuroprotection par l'hypothermie contrôlée, c'est-à-dire lorsque vous avez un enfant qui a fait une asphyxie néonatale, il faut éviter de le réchauffer, il faut essayer de le maintenir. Il faut l'hypothermie contrôlée, ça veut dire que vous n'allez pas le mettre dans une chambre froide et le laisser sans surveillance, parce que l'hypothermie, elle n'est envisageable que si elle est contrôlée. Donc actuellement, on met ces enfants à la température de 33,5 à 34 degrés, sans descendre en dessous de 33, sans monter au-dessus de 36. Donc il faut que ces enfants restent froids sans sortir de certaines limites. Donc cette hypothermie, elle doit être très progressive, elle doit être appliquée le plus tôt possible, avant 6 heures, sinon ça ne sert à rien du tout, parce que là on va agir, ce qu'on appelle la cascade qui va arriver, on a un petit peu de temps pour agir, qui va aboutir à la mort neuronale retardée, et c'est l'action de cette hypothermie qui va permettre de freiner cette mort neuronale. Donc, et le délai, donc il faut la débuter précocement et la maintenir pendant 48 à 72 heures. Donc il faut savoir qu'il y a des effets secondaires, donc on ne peut pas improviser, on ne peut pas la faire n'importe comment. Moi, ce que je dis aux résidents, évitez d'allumer la table chauffante chez un enfant qui vient de faire une asphyxie, surveillez sa température, essayez de le maintenir autour de 35, mais faites très attention à ne pas le réchauffer. Donc n'allumez pas une table lorsque l'enfant vient de faire une asphyxie, mais surveillez, si jamais il descend trop bas, réallumez votre... Il ne faut pas surtout qu'il y ait, c'est comme les convulsions fébriles en fait, il ne faut pas qu'il y ait de fluctuations brusques de la température qui va être encore plus délétère et plus dangereuse pour le cerveau de cet enfant. Bon, le pronostic, bien sûr, il va dépendre de l'étiologie, de la pathologie de situation, du type de crise. Je vous ai dit tout à l'heure que les convulsions myocloniques, les crises hypertoniques sont de moins bons pronostics,
de l'EEG. L'EEG, il est extrêmement important, et du traitement, la manière dont vous allez traiter cet enfant, bien sûr, et de la durée du traitement. Enfin, c'est une complication, là je me répète, les étiologies sont multiples, mais le problème des convulsions, dans le cadre de pathologies graves, si c'est une épilepsie, des convulsions dans le cadre d'une bénigne familiale, il est clair que le pronostic il sera différent d'un enfant qui vient de faire une encéphalopathie anoxo-ischémique stade 3 ou 4, ou d'un prématuré qui avait une hémorragie grade 3 ou 4, et je vous remercie.